Parmi les conséquences qu'on peut constater de nos jours, qui résultent plus ou moins directement des grands principes de la Révolution, il y a la lutte pour l'égalité des sexes, il y a la lutte pour l'abolition de l'esclavage, parce que dans certains pays arriérés, cette question n'est toujours pas tranchée. On pourrait multiplier les exemples de cette nature. Une volonté de le réhabiliter à titre personnel, j'ai pas cette prétention. Mais enfin, en tout cas, essayer de mieux le faire connaître, de ne pas le réduire à sa caricature si répandue du monstre sanguinaire, etc. Pour avoir étudié son parcours, en particulier dans la période de la Première République, on s'aperçoit que c'est un personnage à multiples facettes, très difficile à saisir d'ailleurs, parce que certains éléments restent incompréhensibles aujourd'hui. Ces changements de ton, ces changements de préoccupation, sa façon d'être à la fois grandiose, d'assumer à certains moments les pires écrits, les pires articles qu'il a produits. Cette coexistence, cette cohabitation de comportements si inconciliables en temps normal est l'objet de fascination. Ils obtiennent, ils cumulent un nombre conséquent d'erreurs politiques sur une période très courte. D'abord, ils utilisent un tribunal contre lequel ils se sont battus, contre la création duquel ils se sont battus. C'est un tribunal qui est destiné à maîtriser les contre-révolutionnaires, les juger, les arrêter, les juger, éventuellement les condamner. Mais Marat, le prendre pour un contre-révolutionnaire, c'est une absurdité absolue. Qu'on l'accuse d'être ultra-révolutionnaire, d'être excessif, ça a du sens. Mais le faire juger parce qu'il serait contre-révolutionnaire, ça ne tient pas debout. Donc ils utilisent le tribunal à contresens. Ils mobilisent l'attention de l'Assemblée pendant des jours, plusieurs jours, sur le sort d'un individu. Pour rappel, à l'époque, la Convention et la France viennent de subir la trahison du général Dumouriez, qui commandait l'armée du Nord et qui voulait revenir à Paris à la tête de son armée. On est en pleine crise de trahison de tous côtés. Il s'agit de prendre des mesures drastiques, radicales, énergiques pour essayer de sauver la patrie. Les Girondins s'occupent à ce moment-là de mettre en accusation un représentant du peuple. C'est une erreur d'ailleurs supplémentaire, c'est qu'ils mettent en accusation un représentant du peuple. Ils sont désavoués par la population parisienne et 2 mois plus tard, ils sont sortis, neutralisés à l'Assemblée. Et des autres sur Marat sont très contrastés. Il y a ceux qui considèrent que c'est un sanguinaire repoussoir, il y a ceux qui considèrent, et en nombre important, que c'est un héros de la République, un héros en matière de patriotisme. Et puis il y en a un certain nombre également qui ont un avis nuancé, qui trouvent qu'il est excessif dans ses dénonciations, etc. Mais que c'est, comme l'un d'entre eux le déclare, la sentinelle de la République. C'est-à-dire qu'il est capable, dans certaines circonstances en tout cas, d'identifier les trames secrètes, les traîtres, les complots, etc. Donc il y a à l'époque des avis très partagés sur Marat, et Charlotte Corday, elle, à l'inverse, elle est dans son monde. Il faut peut-être regarder d'un peu plus près. Ce que moi j'ai voulu mettre en valeur avec cette couverture, c'est le texte de Charlotte Corday. Quand elle écrit pour obtenir un entretien en tête-à-tête avec Marat, elle lui dit « Il suffit que je sois bien malheureuse pour avoir droit à votre bienveillance ».